Je crois en effet qu'il y a des effets non négligeables de cette logique ou cette approche en termes de communication rapide, immédiate, et la façon dont on est amené à diffuser nos recherches et nos résultats de recherche. Je me souviens qu'il y a encore une vingtaine, trentaine d'années, quand on écrivait un rapport, on était très content de ce qu'on appelait la littérature grise et qui était diffusée de façon restreinte et qui faisait l'objet d'échanges dans des petits séminaires, de débats. Je crois que cette littérature grise a complètement disparu. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est effectivement de valoriser dans un article de presse ou dans un article scientifique, évidemment, mais également de faire ce qu'on appelle la valorisation de la recherche. Et donc d'être présent dans le débat médiatique. C'est souvent déconcertant parce que, en même temps, on a envie de répondre parce qu'on voudrait que nos résultats de recherche, nos enquêtes, notre travail puissent dépasser un peu le seul stade des tiroirs dans lesquels ils sont souvent enfouis. Donc on est tenté de répondre, on est assez bon client de ce genre de sollicitation, mais en même temps très déçu par la manière dont ça se passe, c'est-à-dire c'est 3 minutes ici, c'est 50, enfin, dans le meilleur des cas, 50 lignes là, et on a le sentiment qu'on fait beaucoup de concessions par rapport à ce qui seraient nos critères d'objectivité ou de fidélité un peu à nos méthodes, etc., pour un résultat qui n'est pas contrôlable. Bon, ne pas le faire, c'est aussi ne pas profiter des possibilités d'intéresser certaines catégories de gens à ce qu'on fait et de leur indiquer comment avoir accès à nos travaux. Donc ça a beaucoup impacté en réalité la façon dont on travaille et aussi la façon dont on est évalué, malheureusement. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'exposer, par exemple, dans votre rapport d'activité ce que vous avez trouvé, mais combien de fois vous avez été publié dans les revues qui sont notées ou combien de fois vous avez pu diffuser dans des revues non scientifiques. Donc ça change effectivement un peu notre métier. Je pense qu'il faut vraiment dissocier la possibilité de s'exprimer, d'apparaître, de l'influence réelle qu'on peut exercer sur son travail dans le cadre de l'entreprise moderne. Les RH ont tendance à organiser une mise en scène des salariés comme des interlocuteurs à part entière, des personnes qu'on écoute, dont on s'occupe. L'entreprise veille un peu d'une façon paternaliste, de manière à ce que tout aille bien pour les salariés, à ce qu'ils soient heureux, mais heureux en étant les relais efficaces et inconditionnels de pratiques de travail qui auront été élaborées en dehors d'eux. Je crois que c'est une spécificité du management moderne. Solliciter la parole, solliciter l'expression, solliciter l'insertion affective, cognitive, humaine dans l'entreprise, et en même temps les maintenir à distance en tant que professionnels dès lors qu'il s'agit de définir des modalités de travail, des enjeux de travail et des objectifs de travail. Moi, je dirais d'une façon un peu triste que ce sont deux plans déconnectés. Il y a une sorte d'indépendance entre le but poursuivi par l'entreprise et la façon dont elle gère ses personnels. Je pense aussi aux ONG. Un peu la démarche, c'est de dire on vous demande d'être très efficace, donc on va vous traiter comme dans le privé, mais au moins vous savez que c'est pour la bonne cause. Et donc il y a une sorte d'utilisation un peu de la finalité sociale comme alibi
pour faire passer des méthodes de gestion qui sont extrêmement calquées sur celles du privé qu'on a tendance à critiquer parce que assez impitoyable et assez difficile à vivre. J'étais très sensible et assez perplexe par rapport à ce qu'on appelle le don de RTT. Moi, je suis très troublée par ça parce que effectivement, c'est une manière de montrer comment dans l'entreprise on peut mobiliser de la générosité et comment les salariés sont non pas dans la compétition, la concurrence, le désintérêt, le retrait, etc., etc. Mais en même temps, je suis toujours étonnée par le fait qu'il n'y ait pas de contribution de la direction. Aucune contribution de la direction. Non mais c'est vrai, la direction, on pourrait dire, voilà, je vois un acte très généreux, mais je vais ristourner un certain nombre de durées du travail, de RTT aux salariés pour en prendre à mon compte aussi. Ça ne se fait pas. Donc, moi, je crois qu'il y a, sur le plan de la com et sur la manière de gérer de l'émotion, tout ce qui touche autour de l'empathie, de la souffrance, des démarches sur lesquelles il faudrait peut-être réfléchir collectivement de façon plus approfondie et plus mesurée.